Ça fait déjà 25 ans. 25 ans que je travaille auprès de la profession comptable. 25 ans que mon premier client m'a dit « Bon, vous savez, Franck, de toute façon, la compta va disparaître. Bon, allez, bon week-end !» Quelques années plus tard, je suis toujours là, et la compta aussi. En revanche, entre 1998 et 2023, beaucoup de choses ont changé, et d'autres bouleversements se préparent. Il y a des défis comme la facture électronique, bien entendu, mais aussi et surtout des opportunités, comme l'analyse de la donnée financière. Comment se préparer au mieux ? Comment faire en sorte de ne pas rater le tournant ? Je m'appelle Franck Lascombe, je suis directeur commercial associé de Bobby et véritable passionné de la profession comptable. Ces questions, je me les pose, et l'objectif de cette série est de vous aider à y répondre. Bienvenue dans la saison 2 de Podmiel, le podcast de Bobby. Bonjour à tous, la digitalisation a démarré depuis plusieurs années avec la dématérialisation. La facture électronique constitue une étape nouvelle, l'électronique étant exigée de l'émission à la transmission jusqu'à son archivage. Alors pourquoi la facture électronique va marquer un avant et un après ? Quelles sont les menaces et surtout quelles sont les opportunités pour les cabinets ? C'est ce que je vous propose de découvrir avec des invités de marque aujourd'hui, puisque j'ai la chance de recevoir Dominique Perrier et Jean Saffort, qui ont développé une véritable expertise dans ce domaine. Bonjour à tous les deux. Pourriez-vous vous présenter brièvement pour les rares auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore ? Dominique ? Bonjour, Dominique Perrier, donc je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Quelques passions dont la technologie et l'informatique, puisque j'ai animé pendant plusieurs années la commission Nouvelles Technologies du groupement Fil-Union. Je suis associé du cabinet Afijac. Et puis j'ai œuvré à l'ordre, tant à Paris qu'au national, sur des sujets comme la facture, par exemple. Comme par hasard. Et le coffre-fort. Merci beaucoup, Dominique. Jean ? Donc Jean Saffort, expert comptable et commissaire aux comptes à Saint-Quentin en Picardie, le vrai Saint-Quentin, j'insiste. Et puis à mes heures perdues, il m'arrive d'être souvent à Paris où je m'occupe du numérique depuis le siècle dernier, après avoir mis en place les téléprocédures, jedéclare.com, Signexpert, JeDataVise. Voilà, donc nous avons les deux personnes les plus fortes sur le sujet, les plus qui ont vraiment l'aboutissement et le déroulé de toute cette réforme de la facture électronique. Donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu déjà pour introduire du cadre réglementaire. Ça me semble important pour qu'on parte tous sur les mêmes bases. Donc Jean, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement finalement le cadre réglementaire de cette réforme et définir très succinctement les différents acronymes finalement qu'on utilise et qui sont parfois un peu abscons pour certaines et certains. Alors, on va essayer de le faire rapidement. Donc, avec des dates qui viennent d'être changées le 17 octobre dernier, sous réserve de l'approbation de la loi de finances 2024, bien sûr. Donc, au 1er septembre 2026, nous aurons donc toutes les entreprises l'obligation de recevoir les factures. Et pour nous, d'ailleurs, experts comptables et nos cabinets, c'est le plus important parce que nos clients font beaucoup plus de réception de factures fournisseurs que d'émissions de factures clients. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on aura encore un an jusqu'au 1er septembre 2027 pour pouvoir procéder à tout ce qui est, alors deux mots sauvages, e-invoicing, e-reporting, très rapidement pour résumer. Invoicing, c'est l'échange de factures entre professionnels dont la résidence se trouve en France, donc ce qu'on appelle le B2B domestique. Et le e-reporting, c'est simple, c'est tout le reste qui permet de faire de la TVA. Donc la facture en particulier, la facture à l'international, les caisses et un reporting également de data pour l'encaissement, pour ceux qui sont en TVA sur les encaissements. Donc ça c'est vraiment les dates et nos obligations. Et puis dans les acronymes de sauvage, donc on sera obligé bien sûr pour généraliser la facture, nous avons un socle de 3 normes obligatoires et nous devrons passer par des plateformes. 2 types de plateformes, le portail public de facturation, le PPF, qui va collecter l'ensemble des données pour l'administration fiscale, qui va tenir l'agenda pour qu'on puisse savoir où adresser la facture et où chacun a son compte, sur quelle plateforme il l'a. Et enfin, qui servira également de transmission et de collecte de factures gratuites.
Et puis des plateformes privées payantes, les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, qui auront pour rôle justement d'échanger, de faire le suivi du cycle de vie du document, les statuts, l'archivage électronique, la vérification de la conformité fiscale. Voilà un petit peu le schéma général, l'écosystème dans lequel on va fonctionner. Et autour de toutes ces plateformes, nos éditeurs, ce qu'on appelle les OD, opérateurs de dématérialisation, qui eux vont un petit peu soit nous fabriquer ces factures, soit traiter les factures collectées. Tous nos éditeurs, tous nos partenaires qui vont faire ce boulot et qui seront en connexion obligatoirement avec une ou plusieurs plateformes. Alors pourquoi finalement parce que c'est vrai que c'est un petit peu une spécificité à la française quelque part ces PDP, parce que ailleurs un petit peu on voit surtout le PPF en fait, la partie publique, mais les PDP, il n'en existe pas partout. Oui, c'est le schéma le plus complet. C'est le schéma le plus complet, mais c'est dû aussi au fait qu'en France, on avait déjà une expérience avec... on avait déjà des plateformes de facture électronique qui existaient depuis les années 90, avec l'apparition de l'EDI. Voilà, et donc, on s'appuie un petit peu, l'État préfère s'appuyer sur des gens qui savent faire, plutôt que de chercher à tout faire et de prendre des risques importants. On a pu voir parfois que les plateformes publiques sont pas toujours du meilleur acabit. On va pas être désagréable aujourd'hui. On va pas dénoncer. On va pas dénoncer. Mais c'est vrai que du coup, il y aura que le PPF qui pourra transférer finalement à la DGFiP derrière les éléments. Les PDP passeront par le PPF en fait pour. Oui. Alors pour être encore un tout petit peu plus précis, parce que j'ai voulu être très synthétique, quand on va envoyer une facture, admettons qu'elle passe entre deux plateformes privées. Donc la première va aller taper dans l'annuaire pour trouver l'adresse où déposer la facture. Elle va donc déposer sur la bonne plateforme, publique ou privée, la facture au client définitif. Et cette plateforme va extraire les données de la facture transmises au PPF qui va les collecter pour l'administration fiscale. Donc un double circuit, un double flux. D'un côté le flux de la facture, de l'autre côté les données de la facture. Et il y a que le PPF qui va gérer l'annuaire en fait. Oui, heureusement, voilà. Parce que l'annuaire va être unique. Et donc, il va être mis en place par le PPF. Et à chaque fois qu'un PDP, une plateforme privée, va inscrire un client, elle va remplacer l'adresse mise au départ sur le PPF par son adresse à lui pour que on puisse... Alors moi, je l'appelle toujours les pages jaunes numériques. Ouais. C'est exactement ça. Je cherche une adresse, je vais sur l'annuaire et je trouve l'adresse où sera déposée la facture, où sera déposée la facture pour le client final. Et alors en termes de, alors t'as donné les dates effectivement au niveau législatif et réglementaire, qui a été repoussé comme tout le monde le sait. Mais est-ce qu'on sait exactement quand est-ce que vont être agréés finalement les PDP? Quand est-ce que l'annuaire, lui, au niveau du PPF, va être créé? Est-ce qu'on a des... On aimerait qu'il soit créé assez tôt. Alors dans la pratique, l'administration, il n'y a pas longtemps, nous a dit qu'elle publierait quand même en début d'année la liste des candidats PDP au fur et à mesure pour qu'on sache au début de l'année 2024, pour qu'on sache quand même un petit peu où on va. Ils nous disent peut-être ouvrir l'annuaire des PDP fin du premier semestre 2024. Parce que la vraie problématique, c'est que les gens qui veulent se préparer, on va en parler après, comment préparer l'entreprise et le cabinet, mais chacun se dit, oui, mais comment choisir mon PDP? Alors, je ne connais pas la liste des PDP. Donc ça, c'est important. Quant à l'annuaire, on voudrait que ça soit le plus tôt possible, mais l'administration ne veut pas trop anticiper. Je ne dis pas que quelques plateformes n'essaieraient pas de faire entre elles un annuaire provisoire pour commencer justement l'apprentissage, pour pas faire du one-shot et du trop massif d'un seul coup. Il faut qu'on apprenne ces nouveaux métiers. On va le voir dans le déploiement après. Il faut qu'on apprenne ces nouveaux métiers pour pouvoir se faire notre expérience et généraliser à nos clients. Bien sûr, comme on fait toujours. Bien sûr, bien sûr. Et Dominique, toi, de ton côté, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quelques mots, finalement, les avantages de cette réforme qui va bien au-delà du cadre fiscal? Alors oui, c'est bien au-delà du cadre fiscal. Ce que Jean a expliqué là, c'est vraiment les problématiques de date,
pour pouvoir répondre à la loi sur la réforme de la facturation électronique. Mais le sujet qu'on peut prendre en parallèle, c'est la continuité de la digitalisation des entreprises et donc de l'économie. Jean le disait, ça fait plus de 30 ans que les factures électroniques existent déjà et ça fonctionne pour quelques secteurs d'activité, donc il ne faut surtout pas s'arrêter là. Si ensuite on prend nos cabinets à nous et nos organisations, on a commencé les digitalisations avec l'EDI, on a continué avec les DSN, on a eu toutes les problématiques de déclaration, les liasses, les TVA et un certain nombre de sujets, ce qui fait qu'on est déjà habitué à fonctionner en électronique. On rajoute à ça l'acquisition de certaines données. Si on prend les données bancaires, il n'y a jamais eu d'obligation sur les données bancaires et pourtant 87% ou 85% des cabinets sont déjà en acquisition de données de flux bancaires. Donc ça veut dire qu'on a su s'approprier les choses et que ça marche. Force est de constater que ça marche. Tout ce qui est social, on l'intègre en automatique. Donc en fait, il nous reste la dernière marche, j'allais dire, de la digitalisation, c'est le flux des factures, tant facture d'achat que facture client, sachant que la partie facture d'achat, en tout cas sur les TPE, PME, c'est vraiment là où il y a le plus de flux et le plus de volume. Donc il faut vraiment que les plateformes soient prêtes sur l'acquisition des fameuses factures. On parlera sûrement des factures X après, mais c'est l'acquisition de ces données-là pour pouvoir nous récupérer et intégrer dans nos comptabilités ces éléments-là. Et pour la partie chiffre d'affaires, il y a 2 ou 3 éléments, dont un qui existe déjà depuis 2019, voire même un peu avant, c'est les logiciels de caisse pour les entreprises qui ont des logiciels de caisse. Donc on a déjà une acquisition de ces données-là sur une partie du chiffre d'affaires. On le fait pour certains clients après, puisqu'on est en organisation, on intègre des fichiers ou des choses comme ça, ou des formats particuliers pour les factures de vente, mais on n'intègre pas directement l'ensemble des flux de vente de ces clients-là. Une fois qu'on aura mis la facture électronique en place, l'avantage sera de dire du début jusqu'à la fin, mon organisation est totalement digitalisée et pour le coup, je vais emmener les entreprises clientes. Je rappelle qu'il y a 4 millions d'entreprises en France. Les secteurs d'activité qui sont en facturation électronique, c'est moins de 2 ou 3 000 entreprises et encore, je dois être assez large en intégrant tous les sous-traitants de certaines entreprises qui participent dedans, mais c'est pas globalisé. Et si on veut que ce soit globalisé et qu'on n'ait aucune difficulté, nous, sur l'acquisition des données, sur la pertinence et 100%, j'allais dire, des choses sont intégrées, permettra d'avoir une comptabilité beaucoup plus fiable pour nous et pour les entreprises. Et là, c'est vrai que parce que tu parles de dématérialisation, ou c'est vrai que à court depuis un certain nombre d'années maintenant au niveau de la profession comptable, mais là je trouve que là où il y a une vraie différence avec la facture électronique, c'est que là que le client va être vraiment impacté, parce qu'autrefois on parlait de DSN, on parlait de DIT DFC, on parlait de tout ça, c'était surtout le cabinet finalement qui se dématérialisait, même les flux bancaires quelque part, ils sont récupérés directement dans l'outil du cabinet, le client finalement c'est transparent finalement pour lui, alors que là il va vraiment j'irais pas jusqu'à dire que c'est transparent. Oui. Il est quand même concerné par certains sujets, mais on les a emmenés au fur et à mesure, et on le voit bien, on a de plus en plus de clients qui nous demandent des tableaux de bord sur le smartphone, on n'est plus sur des sujets autres, donc ça c'est rentré dans les mœurs, ça commence à se faire. Et oui, tu as raison, les TPE n'ont pas encore digitalisé 100% de leur activité. Le nombre d'entreprises qui font encore des factures à la main ou sur Excel et sur Word, sachant que ça devrait être interdit. Tout ça, ça va se mettre en place et on va arriver à accompagner les entreprises. Après, tu as raison sur la partie, on va prendre 2 exemples. Dux, DSN et un troisième qui s'appelle le guichet unique. Sur les 2 premiers, c'est nous qui en avons bavé le plus en tant que cabinet expertise comptable. On a assumé les clients, à part nous engueuler de temps en temps parce qu'il y avait un problème, ça le faisait. Sur le guichet unique, je peux dire qu'ils ont bien compris qu'il y avait un sujet. Hein. Et là, ils ont été très concernés parce que quand tu attends un cabis, quand tu attends tes statuts parce que tu as créé ton truc et que tu ne l'as pas, ils vont vraiment être impactés par la facturation électronique. Après, Jean a expliqué le schéma et le format de la facturation électronique. La facturation électronique pour les entreprises, ça va pas être un truc non plus complètement extraordinaire. On en parle parce qu'il faut en parler et parce qu'on souhaite emmener les entreprises. Pourquoi on veut avancer ? Bien sûr, il y a une obligation légale. Et bien sûr, il faudra y aller. On n'a pas expliqué les fondements et pourquoi ça s'est mis en place. Il y a quand même l'idée, c'est quand même d'arrêter une partie de la fraude notamment. Ensuite, aider les entreprises. Nous, ce qui nous intéresse objectivement, c'est aider les entreprises. Qu'il y ait moins de fraude, de toute façon, c'est notre métier. On fait ce qu'il faut pour que les choses et les déclarations soient faites correctement. Après, digitaliser les boîtes et les emmener. Jean l'a expliqué sur le schéma et les éléments dont on prendra en compte pour établir les fameuses facturations électroniques. C'est-à-dire, 1, il y a l'annuaire. OK, est-ce que je suis inscrit ou pas dessus ? 2, est-ce que j'ai une PDP ? C'est encore nous qui allons faire le choix pour les clients. Mais c'est pas grave.
On forme entre guillemets la profession pour être prêt vous demain. êtes tiers de confiance de toutes les façons. Donc, clairement, ça nous a été redit au Congrès, on est ravis que ça exactement. ait été redit, et c'est bien pour ça qu'on vient nous voir sur ces sujets-là, et tant mieux. Et après, une fois qu'on aura aidé les clients à choisir l'annuaire, choisir une PDP, les outils dont ils auront besoin et que nous avons dans nos cabinets, tout ça, c'est un microsystème, un macrosystème qui va se mettre en place, et ça devrait fonctionner. Et là, justement, j'aimerais te faire réagir sur ce côté, parce que c'est vrai que moi, je discute évidemment régulièrement avec des cabinets, également avec des entrepreneurs, et c'est vrai que on explique le côté légal en fait de la chose, mais il y a quand même une vraie logique aussi organisationnelle. Il y a une vraie logique, alors à la fois d'ailleurs pour l'entreprise que pour le cabinet d'expertise comptable, mais il y a aussi une vraie logique pour moi d'alimenter quelque part favorablement tout le circuit économique, parce que les délais de paiement, finalement comme la facture elle va être eurodatée, quelque part les délais de paiement, très certainement on pourra aussi un peu plus régler la mire entre guillemets, alors qu'on sait très bien que il y a des lois là-dessus, il y a des règles là-dessus, mais on sait très bien aussi qu'en réalité il y en a beaucoup qui s'assoient un petit peu dessus, et les délais de règlement y compris les premiers concernés d'ailleurs, qui sont l'État, je veux dire quelque part, décalent très largement les paiements, et finalement, ça alimente pas tout le circuit économique avec nos TPE qui sont quand même, je dirais, le cœur du poumon économique de la France, quoi. Donc, c'est sûr, si tu prends toute l'organisation de la facturation électronique, au-delà de la fraude dont j'ai parlé, il y a trois sujets que tu évoques. Un, c'est le respect des délais de règlement, c'est donc la fameuse LME qui date depuis une quinzaine d'années, qu'on n'arrive pas à appliquer. Exactement. Et c'est une vraie difficulté pour les entreprises, notamment sur des marchés publics, ce que tu as évoqué, mais aussi entre entreprises. C'est tellement facile de dire le chèque est à la compta, on vous l'envoie. Demain, avec des systèmes de plateforme, c'est validé. Donc, si tu veux revenir dessus, tu demandes un avoir. Enfin, il y a tout un process qui se mettra en place. Donc, on va sécuriser la trésorerie des entreprises, ça c'est clair. Et ensuite, tu pourras faire de la vraie gestion de trésorerie pour les entreprises. Et le troisième et dernier élément qui va être intéressant, on l'abordera un petit peu après, mais c'est toutes ces données qu'on va récupérer vont nous permettre, nous, cabinets, une fois qu'on aura organisé nos process, et c'est pour ça que le report, prenons-le comme une grande chance pour nous organiser, et aidons les entreprises à s'organiser également avec nous, pour justement ensuite avoir de la data. Jean en a parlé, JeuxDataVise aujourd'hui, c'était jeudata.com hier, c'est un sujet qui nous passionne tous, et c'est normal, parce que c'est juste le sujet d'après, et c'est sûrement le plus important. Parce que c'est avec ça qu'on pourra accompagner les entreprises. L'institution, l'accompagnement, clairement. etc. Exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, les différents acteurs, que ce soit les experts comptables, les éditeurs et d'autres, avaient beaucoup travaillé vraiment d'arrache-pied pour que cette réforme puisse être possible au 1er juillet 2024. Donc finalement, avec ce report, quels sont les impacts en fait de cette annonce? Jean, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Une perte de motivation, peut-être dans la prise en main de cette réforme par les acteurs, n'est-elle pas à craindre? Si, justement. Alors, on va le voir de deux manières. L'aspect négatif, qui est de dire les gens s'étaient préparés, disent bon, allez, 2 ans de plus, j'ai le temps, donc je vais reporter. Mais c'est humain, puis on est tous comme ça, on travaille tous avec des délais en permanence, on est dans le guidon, c'est comme les lois du temps, on appelle ça les lois du temps. Oui, mais la temporalité, justement, on se rend compte qu'il faut qu'elle se rapproche de nous et on va être de plus en plus en temps direct, en temps réel, donc il faut absolument qu'on avance bien là-dessus. Et quand on sait tout le travail qu'il y a à faire pour le faire, parce que les entreprises, moi je prends toujours l'expérience des téléprocédures, il y a 10 ans, quand on les a généralisées, on a moins de 10% de nos clients qui l'ont fait. Le reste, c'est le cabinet qui l'a fait. Là, actuellement, qu'est-ce qui va se passer sur la facture? On va être sur un schéma. Alors, il y a un petit peu plus de factures d'entreprises qui font eux-mêmes leurs factures. Mais il y en a encore 75-80% qui les font en papier, Word, Excel ou logiciel bureautique. Ceux-là, ils vont faire quoi? Déjà, pour la collecte de la facture, ils vont dire à l'expert comptable: tu te débrouilles, Dominique, tu fais la tenue de comptabilité, donc c'est toi qui me collectes la facture fournisseur. Donc nous, déjà, le premier enjeu, c'est d'apprendre cette collecte. Bon, après, il va falloir qu'on travaille avec chaque client pour savoir par quoi il est concerné, quelle obligation fiscale, quelle obligation commerciale, quelle obligation comptable et financière. Et donc, très clairement, ce délai de 2 ans, on sait bien que c'est pas trop. C'est pas de trop, oui. Parce qu'il y a un vrai énorme boulot à faire. Moi, je dis déjà, d'abord, puisque Dominique parlait tout à l'heure de la généralisation des flux, je vais collecter une facture, je vais l'envoyer dans le logiciel de pré-comptabilité, qui va l'envoyer dans le logiciel de comptabilité, pour que tout ça, ça soit un tout et que ça soit traité complètement. Mais ça, déjà, si on l'apprend dès maintenant,
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire des OCR sur tout ce qui est l'acquisition de la facture fournisseur, de la facture d'achat. Il y a beaucoup de cabinets qui ont commencé, un certain nombre, peut-être pas tant que ça, 30 à 40%, mais ils en sont souvent à 15-20% seulement de taux de pénétration. Pour que la facture électronique soit facile à traiter, il faut monter à 90% ce taux de démat. Donc si je suis à 90% le taux de démat, la facture, quand elle va arriver, je vais remplacer un scan d'une facture papier par un truc automatique qui porte sa donnée, qui porte son fichier, qui va se traiter automatiquement. Donc c'est que le bureau de poste qui change finalement. Ça sera que plus facile. Mais le vrai effort, c'est d'abord compléter cette démat. Bon. Donc ça, c'est pour tout le schéma de facture entrante, facture fournisseur. Bon. De l'autre côté, pour tout ce qui est nécessaire pour faire du invoicing et du e-reporting, donc tout ce qui est mon chiffre d'affaires, on a un boulot énorme à faire au niveau cartographie de nos clients. C'est-à-dire savoir la segmentation, ma segmentation. Qu'est-ce que font mes clients? Quels sont leurs volumes, le nombre de factures de vente, le nombre de factures d'achat? Est-ce qu'ils ont une caisse? Quel type de vente? Est-ce qu'ils sont en TVA sur encaissement? Donc ça, c'est un boulot à faire par chacun. Quels vont être les besoins fonctionnels de nos clients sur l'émission des recettes en général. Et puis ensuite, quels produits ils ont, parce que par exemple, quand on va parler des caisses, aujourd'hui, les caisses, l'article 286 1.3 bis obligatoire depuis 2018, tu en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'a pas tant de logiciels que ça qui nous font les transferts de fichiers. Et mon client, quand je vais lui dire, soit vous faites évoluer votre logiciel de caisse, soit vous allez vous taper à la mimine tous les aides quotidiens, le gars, il me dit, c'est hors de question, je ne vais pas faire ça. Je dis, donc, on va voir votre éditeur pour savoir s'il est capable de faire autre chose. Et donc, il y a un boulot énorme après finir la digitalisation, la cartographie des flux, et après, informer tout le monde. On va en parler à la fin, je crois, de ça. Donc, je ne veux pas commencer sur ce domaine-là. Mais tout ça, c'est quand même 2 ans, c'est pas trop. C'est pas trop, ouais. Et d'ailleurs, dans la revue française de comptabilité de décembre, le message des rapporteurs et co-rapporteurs du Congrès que nous sommes, ça a été aux confrères de leur dire « go, go, go ». Ça y est, maintenant on y va. Et 2 ans, c'est pas trop. Donc surtout, on n'attend pas d'être en deadline, d'être au moment de l'échéance, parce que le cabinet, il est mort, vu la typologie des entreprises et des clients qu'on peut avoir, qui ont tous des métiers et des façons de travailler très différentes. Si on ne s'est pas préparé à ça, on va pas s'en sortir. Donc rester mobilisé et avancer. Avancer sur ces 3 thèmes principaux qui sont compléter la digitalisation, cartographier les flux, segmenter les profils de nos clients, et puis ensuite, voilà, les former, accompagner, ce qu'on a évoqué tout à l'heure en dernière partie. Et c'est vrai que c'est un point important, parce que moi, de par mes fonctions, c'est vrai que je rencontre de nombreux cabinets toutes les semaines et tous les mois, et c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut imaginer, quand même, on a un exercice professionnel qui est quand même assez hétéroclite. On a des cabinets qui sont extrêmement bien organisés, qui ont la démarche que vous évoquez tous les deux. On a aussi des cabinets qui sont pas encore ou très très peu dématérialisés. Tu parlais de 85% des cabinets qui récupèrent le flux bancaire. Moi, je rencontre encore des cabinets où les collaborateurs saisissent à la main les relevés. Oui, mais moi à l'inverse. Donc pour eux, ouais, et quelque part, c'est un peu à eux aussi que j'aurais bien m'adresser. C'est que quelque part, c'est ce qu'on avait vu même tous les trois quand on avait préparé un petit peu aussi ce podcast. C'est finalement à minima commencer vraiment cette logique de dématérialisation pendant les 2 ans qui nous restent en vue de l'arrivée vraiment de la facture électronique et de cette réforme-là, parce que ceux qui n'auront pas du tout mis en place de dématérialisation et de digitalisation en amont, ça va être quand même extrêmement radical comme réforme pour le coup. Et j'ajoute à ça les OD et les partenaires. Oui. Combien il y en a qui savent faire dans leur logiciel une réconciliation d'un paiement à une facture Dans nos partenaires anciens, il n'y a pas beaucoup qui savent faire autre chose que du lettrage combinatoire. Alors que là, il va falloir raccrocher un paiement avec une ou plusieurs factures. Et donc ça aussi, c'est une autre façon de travailler. Nos solutions doivent aussi bien évoluer, on a vu, en matière de facturation, qu'en matière de caisse également. Donc toute l'acquisition de données ou le traitement de cette donnée pour se rapprocher le plus possible du temps réel, avec cette nouvelle
temporalité, très clairement, pour l'instant, oui, les produits sont pas faits. Nous ne sommes pas équipés, donc nous devons apprendre à le faire, mais il faut aussi que nos partenaires, nos éditeurs et les OD avancent également. Tout à fait. Alors justement, pour parler des processus des cabinets, c'est vrai que de prime abord, on le disait il y a un instant, on est en présence d'une réforme qui finalement a l'air technique, mais en réalité, finalement, la technique, elle sera gérée par les pouvoirs publics, les éditeurs, les PDP, etc. Par contre, le cabinet, pour lui, on est quand même beaucoup plus en présence d'une réflexion sur le projet de cabinet quelque part, la définition de la proposition de valeur. Autrement dit, l'offre de service et l'accompagnement des équipes pour la délivrer. C'est d'ailleurs un sujet, je fais un petit peu de teasing, mais qui fera l'objet de 4 épisodes de notre saison. Dominique, c'est quoi pour toi les grandes étapes finalement à mettre en place par le cabinet ? Qu'est-ce que doit faire un cabinet pour bien se préparer ? Alors déjà, faut pas attendre. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, sur ce que Jean a expliqué, je partage complètement l'analyse de son portefeuille client en rentrant dans tout un détail pour être capable de redescendre dessus et de se positionner et de pas partir à fleur au fusil et voir tous les clients et d'essayer de leur vendre quelque chose. Clairement, nous, on n'a rien à leur vendre. On a juste à les accompagner pour leur faire les bons choix. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que je suis inscrit sur l'annuaire ? Oui, non. Ça, c'est la première étape. On verra si c'est le cas, mais on attend assez rapidement. Après, choisir la PDP. Mais la PDP, est-ce que j'en ai besoin d'une ? C'est pas forcément obligatoire. Une question de flux et de nombre et de volume de flux. Après, est-ce que je... Puis tout dépend de ce qu'il va faire l'OD aussi. Absolument. En fait, ça va être tous les services que vont nous proposer les éditeurs de la profession ou d'ailleurs, il faut qu'on fasse attention à ça, pour nous aider à nous organiser, nous et les entreprises. Donc celui qui proposera le plus de choses, forcément, il risque d'être gagnant par rapport aux autres. Parce que les PDP seront, comme je le disais tout à l'heure dans la profession, on respecte la conformité, on le fait très bien. Les PDP vont respecter la conformité qu'on va leur demander. Mais le vrai du boulot, c'est pas juste de vérifier qu'une facture existe et qu'elle est bonne et qu'elle part. Ça, c'est le minimum légal, clairement. Après, ce qui va nous intéresser, nous, cabinet, c'est est-ce qu'on est capable de régler sur la plateforme directement ? Est-ce que je peux gérer les encaissements ? Est-ce que je peux aider mon client à le faire s'il veut pas le faire ? Est-ce que je lui mets en place un outil de facturation ? Donc en fait, il y a tous ces éléments-là à reprendre. Donc il va y avoir, on appelle ça de la gestion de projet, même pour la TPE, ça va être une vraie gestion de projet. Il va falloir le prendre, tu fais tes factures, oui, non, tu as un logiciel de caisse, oui, non, t'en as pas. Mais tu as une caisse enregistreuse, déjà t'es pas dans les clous. Enfin, tout ça, il va falloir le reprendre, il y a une espèce d'arbre de décision à préparer, et de les accompagner sur tous les flux qu'ils ont dans l'entreprise, pour être capable de les intégrer dans la comptabilité assez rapidement, en temps réel, on en parlait tout à l'heure, mais qu'eux-mêmes soient prêts auprès de leurs clients. Parce que le marché va aussi nettoyer les choses. À un moment donné, si on n'est pas prêt, c'est les petits copains qui vont y arriver. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup en fait des PDP, mais en réalité, c'est vrai que le couple finalement OD-PPF, si l'OD propose les services adéquats derrière cette facture, comme on le disait, la gestion des impayés, les règlements, etc., en réalité, la place naturelle d'un éditeur, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est très clair, c'est justement l'OD en proposant ce type de service avec le PPF qui, malgré tout, propose quand même un archivage de 10 ans aussi gratuitement, a priori. Enfin, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Non, il parle de conservation. Il parle de conservation. Ce ne sera pas un archivage. La FNTC est en discussion avec eux en ce moment, de façon un peu virulente d'ailleurs. Ils n'ont aucune idée de la Z42013, la NF461, tout ça. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc l'archivage électronique à valeur probante, on est très loin. Ils parlent juste de conservation. Alors c'est quoi la conservation ? Personne ne le sait, eux-mêmes non plus. Bon, donc je serais un peu moins... Et puis, en tant que souvent éditeur, les gens évoquent toujours l'émission de facture. Mais il y a bien deux choses. Il y a l'émission et il y a la réception. C'est des processus complètement différents. Aujourd'hui, on travaille pas du tout de la même manière sur le cycle fournisseur et le cycle client dans nos comptas depuis toujours, depuis 50 ans, même dans le papier, même du temps du papier. Donc c'est vraiment des circuits différents et il n'y a pas une seule vérité, ça c'est sûr. Alors en dépôt sur l'émission de facture client, oui, ça pourrait marcher avec le PPF s'il n'est pas en panne, s'il marche, si c'est pas du guichet unique, si c'est pas. Voilà, mais les partenaires les ODS se sont bien rendus compte aussi qu'ils n'auraient pas tant d'API que ça, quoi. Le dépôt automatique, c'est bien, mais quand j'ai un client qui n'a pas de logiciel de facturation, il fait quoi ? Ça, c'est seulement 3/4 de nos clients en nombre d'entreprises.
Bon, parce que ils font des factures à la main, parce qu'ils ont un volume de factures très, très, très léger. On a énormément de clients qui ont 1, 2, 3, 4, 5, moins de 10 factures par mois. Oui, mais c'est ce que tu disais. De toute façon, c'est le cycle achat, surtout, qui est... Et ça, c'est en émission. Et par contre, le cycle achat, il a rien à voir. Et moi, comme je dis à un de mes clients, le PDP en achat, si je fais la tenue de comptabilité, c'est moi qui choisis mon outil, puisque c'est moi qui vais intégrer dans la compta. Donc, on parle même pas du choix du client là-dessus. C'est moi qui vais choisir ma PDP. Et la PDP en facture entrante, en facture fournisseur, pourrait être complètement différent de celle au singulier ou au pluriel des factures sortantes, parce que n'oublions pas que, suivant les métiers aussi, il y en a qui vont avoir l'obligation de déposer les factures à un certain endroit chez leurs clients et tout. Bon, voilà, donc il nous faut toutes les solutions. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre en émission, il faut les deux de toute façon. Et en collecte, c'est vraiment l'organisation du cabinet qui va primer. On est quand même en tenue de comptabilité sur plus de 90% des dossiers. Ça, c'est vrai que c'est... Même si elle est partagée. Oui, tout à fait, même si elle est partagée. C'est vrai que moi, ça a été l'un de mes grands constats, hein, quand justement, j'étais consultant auprès des cabinets sur les optimisations des processus productifs. En effet, quand on regarde finalement un dossier de tenue, c'est ni plus ni moins qu'un processus, hein, approvisionnement, traitement, contrôle, restitution, archivage. Hein, voilà, chez tout le monde, c'est pareil. Hein. Sauf que quand on commence à regarder ce processus, 30% du temps sur le dossier de tenue dévolu à la tâche d'approvisionnement. C'est vrai que c'est une catastrophe industrielle, hein, quelque part. Surtout quand on sait qu'au bout de la chaîne, finalement, la restitution, c'est 5% du temps passé sur le dossier de tenue. Donc c'est ça aussi ce qu'a peut apporter la facture électronique, qui va effectivement être magique. Ben moi, je donne envie à mon client avec ça, pour lui dire, pour qu'il ait envie d'y aller au client, parce que quand je lui en parle, je parle chez mon Y, et je parle de la collecte de la facture fournisseur. Je parle du fait que tous les mois, une semaine avant l'échéance, on l'appelle au téléphone, c'est ça, pour l'engueuler en lui disant « t'as encore oublié d'envoyer tes factures ». Ce qui n'apporte aucune valeur ajoutée à personne, soyons clairs, ni au cabinet, ni au client. Donc la relation client c'est la pire, puisque c'est pour râler après mon client. Bon, et puis je l'appelle avant, parce que je sais qu'il va faire ça le dimanche matin, donc au lieu d'aller à la messe, d'aller courir, d'aller faire du vélo ou une autre activité, il va être obligé de se caler au bureau pour faire ses factures. Et puis là, il veut pas les faire, parce qu'il y en a qui arrivent en papier, il y en a qui arrivent en mail avec des pièces attachées, et puis d'autres où il faut aller chercher login, mot de passe sur chaque fournisseur, mais facture une par une. Donc pour lui, c'est une corvée terrible. Et je lui dis avec la facture électronique, c'est fini. On dit où est le compte, et tout le monde est obligé de te la déposer dans ta boîte à lettres. Donc la boîte à chaussures électronique, elle est vachement mieux que l'espèce de grand bazar dans lequel on est en ce moment. Parce que le fichier est structuré. Le fichier va être structuré, voilà. On aura un certain fichier. Et comme après derrière, j'aurai un fichier structuré, je dis à mon client, et puis à mon collaborateur aussi, pour lui donner envie aussi, collaborateur. Plutôt que de passer un coup de fil tous les mois au client pour l'engueuler parce qu'il n'a pas amené ses factures, je préfère qu'on l'appelle une semaine plus tard pour lui dire « Attends, tiens, je vais t'envoyer des éléments de tableau de bord, parce que là maintenant, ça se traite automatiquement. » Et donc, j'arrivais à te sortir un tableau de bord beaucoup plus... Et puis, je dirais aux collaborateurs, là, faut pas seulement faire un bel outil sur un smartphone, faut appeler le client. Je préfère pas ce coup de fil-là. Je pense qu'il a valeur ajoutée, je peux le facturer. Alors que l'autre, il était subi et pénible. Donc, je suis nettement plus à l'aise en facilitant la vie à mon client. Et puis, derrière, en lui apportant enfin de la valeur ajoutée, plutôt que de lui casser les pieds tous les mois pour faire une déclaration fiscale qui pose toujours cette difficulté. Et donc là-dessus, alors du coup, Dominique, pour en revenir sur les étapes, donc on a bien compris, digitalisation, dématérialisation, si ce n'est déjà fait quelque part dans le cabinet, vraiment approche du client, audit de son organisation, intrinsèque, donc arriver à segmenter sa clientèle au sein du cabinet. Tu vois autre chose au niveau des étapes ? Alors il y en a une ou deux de complémentaires. La première, c'est de ne pas se dire j'attends, mais je me digitaliserai à 100% dans 2 ans. Ça, c'est la pire des erreurs. Par contre, de commencer, tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il n'y a quand même pas tant de cabinets que ça, ou alors, il existe encore des cabinets où on est au tout papier. Bah, c'est pas grave, faites du scan même maintenant, même si vous le faites que pour 1 an ou 2 ans, c'est pas grave, ce n'est que de l'acculturation. Et tu prépares et les clients et les collaborateurs à passer dans un autre monde, entre guillemets. Et si tu fais pas ça, là, pour le coup, la bascule va être très compliquée. Alors que si tu as lancé le process et que tu avances, il n'y aura pas de difficulté particulière. Autre élément à regarder, vous aviez le débat sur OD et PDP. Et là, les gens parlent des factures collectées, donc l'ensemble des factures d'achat global de nos clients. On aura aujourd'hui
que ce qui est soumis à TVA. Donc il te manquera un certain nombre d'informations. Et il y a certaines PDP, peut-être des OD, je sais pas l'info, mais qui se préparent en disant moi je vais tout collecter et j'irai chercher tout partout, même si les gens ne sont pas dans l'annuaire. Et en fait, c'est une facilité. Et je rebondis sur ce que Jean disait. Nos clients, quand on aura le bol et qui nous disent, j'ai rendez-vous avec un client vendredi, mais si je te l'ai envoyé la facture, ben non, je l'ai pas. Oui, mais je te l'ai envoyé. Non, je l'ai pas. Ça peut durer longtemps la discussion. Donc là, en fait, l'idée, c'est de dire, ma référence, j'ai le code XYZ, peu importe, je vais sur mon compte, je récupère toutes les factures. Si elles sont pas là, mon garçon, c'est qu'on te les a pas envoyées. Donc en fait, je suis assez serein. Jean l'a expliqué, je vais pas te casser les pieds à réclamer tes factures, on va gagner un temps de dingue. Tu parlais des 30% de temps. Et je vais rebondir sur la question que tu avais posée juste avant. Quel est l'impact de la réforme? Est-ce qu'il faut y aller ou attendre? Il suffit de regarder l'enquête qui a été faite au niveau international sur les pays qui sont déjà passés en facturation électronique. Et ceux qui ont attendu, on va prendre 2 ou 3 exemples. L'Italie, champion du monde, en 6 mois de temps, c'était réglé. Donc ça veut dire que, ça veut dire que ça marche. J'ai pas dit que les Italiens étaient fraudeurs, c'est pas ça que j'ai dit. Non, mais ça veut dire que quand le gouvernement met de l'argent sur la table, ça fonctionne. Deuxième élément, moi, qui me perturbe beaucoup en France, pour le coup, on nous parle du budget de l'État et tous les ans, on nous dit il y a un gros problème pour boucler le budget. Alors, ça n'engage que moi, ce que je vais dire, mais il y a un gros problème pour boucler le budget. On nous annonce une fraude à la TVA entre 12 et 17 milliards tous les ans. Ça fait 10 ans qu'on nous le dit, et là on reporte, c'est la deuxième ou troisième fois qu'on reporte, et on reporte encore de 2 ans. Donc ils ont 40 milliards devant eux, puisque c'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas prioritaire. Donc si c'est pas prioritaire, il va falloir qu'on m'explique. Ou alors c'est-à-dire que les chiffres qu'on nous donne sur la fraude ne sont pas les bons. Ok, maintenant c'est une question de priorisation des budgets, si à un moment donné l'État veut y aller, faut y aller. Je ferme juste cette parenthèse-là pour la France. Et pour les pays, j'ai pris l'Italie, je prends 2 autres exemples. Le Mexique, eux ils sont passés en 2004, donc c'est-à-dire que c'est pas un sujet récent. Et deuxièmement, c'est pas un sujet franco-français. Eux, ça marche, c'est réglé, et ça a été hyper bénéfique pour la profession. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas attendu, ils sont tous allés changer les process, changer l'organisation, à tel point que les cabinets, les experts comptables mexicains sont de vrais tiers de confiance. C'est-à-dire quand un client fait ses factures auprès du cabinet et que la facture est déposée sur le PPF ou la PDP, le PPF, la facture elle est validée. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir sur ce sujet-là. Je trouve qu'en termes d'impact et tu parlais de tiers de confiance tout à l'heure, c'est encore upgradé. Exactement. Et tu prends un autre pays qui s'appelle l'Australie, qui a eu je ne sais combien de reports, je crois que c'est 6 ou 7 reports. La profession localement a attendu. Ils y sont passés au bout de 8 ans. Résultat des courses, chiffre d'affaires des cabinets, moins 30%. Disparition de cabinets, moins 32%. Je vais pas plus loin et c'est pas dramatisant ce que je dis, et c'est pas dramatique. Enfin, si, c'est dramatique pour le coup. Si on attend, c'est nous qui allons le payer. Pourquoi ? Parce que l'Australie a laissé la place à certains éditeurs, à certains concurrents de se préparer, et c'est eux qui ont pris le marché. De toute façon, qu'il y ait un texte de loi ou pas, j'allais dire, on va y aller vers la facturation électronique. C'est le modèle de la digitalisation et de l'économie de manière générale. On l'a dit tout à l'heure, les entreprises en ont besoin. De toute façon, on voit bien les grosses entreprises et toutes les entreprises qui sont, c'est pas une question d'être dans le vent, mais qui veulent avancer, évoluer. Plus c'est déjà plus un sujet. Oui. C'est plus un sujet. Et puis plus je digitalise, plus je suis réactif. Donc tu as un problème de cash, tu le vois tout de suite quand tu n'es pas digitalisé, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que tout ça fait qu'à un moment donné, faut pas attendre. Et ensuite, pour revenir à ce qu'on disait, et les processus de nos cabinets, une fois qu'on est conscient et convaincu qu'il faut y aller, il y a une dizaine d'étapes à suivre. C'est pas très compliqué. Ça demande du temps. J'ai pas de débat sur ça. Intellectuellement, ça peut perturber parce qu'il faut imaginer comment ça va se passer. Mais chaque cabinet, chaque client aura à peu près son process. Il va y avoir 3 processus génériques qui vont exister, ceux qui ont des logiciels de caisse, ceux qui n'en ont pas, ceux qui font pas de factures et ceux qui émettent des factures. Là, tu as réglé le problème du chiffre d'affaires. Et après, tous nos clients reçoivent des factures. Donc, de toute façon, ils n'ont pas 50 questions à se poser. C'est quel OD ou quel PDP je prends, ou est-ce que je vais au PPF directement ? En fait, c'est ça les questions à se poser. Et après, pour nos clients, pour ceux qui font de la facturation et qui émettent des factures de vente, emmenons-les, non pas dans les bois, mais emmenons-les sur des logiciels de facturation en ligne, même si la cyber est un sujet qu'il faudra intégrer dans nos réflexions et y faire attention, surtout en ce moment, mais c'est comme ça, il y aura sûrement d'autres problématiques demain, mais il faut plutôt aller sur des outils en ligne, parce que l'efficacité de l'outil en ligne, c'est la mise à jour, la sauvegarde et les transferts automatiques. Quand tu as un outil propre chez toi, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. C'est une bonne transition aussi, parce qu'il y a le côté...
on l'expliquait un petit peu en filigrane, en fait, tout au long de nos discussions qu'on vient d'avoir, mais il y a le volet RH qui est fondamental. Parce que c'est vrai que on parle de technique, comme on le disait, la technique, elle va être réglée par les gens qui les sachants et ceux qui savent faire. Il y a le côté organisationnel, donc là, au cabinet, je dirais d'imaginer aussi son projet de cabinet, comment il va s'organiser, quelle est la proposition de valeur qu'il va proposer demain à ses clients, etc. Mais au bout du bout, in fine, il va bien falloir aussi et surtout accompagner tous les collaborateurs dans le changement de paradigme dans lequel ils vont travailler. Et on a encore beaucoup de collaborateurs dans les cabinets, et c'est comme ça, qui font de la saisie, qui veulent peut-être pas forcément travailler autrement, qui souhaitent pas forcément évoluer vers des nouvelles procédures. Et là, c'est un véritable enjeu, ce côté humain, d'autant plus que on n'arrête pas de nous dire depuis quelques années que de toutes les manières, à l'horizon de 2030, il y aura plus de comptables, c'est terminé. Là, on n'arrête pas de nous parler de ChatGPT à chaque fois qu'on ouvre n'importe quelle télé, n'importe quelle radio ou n'importe quel journaux. Donc, c'est vrai que qu'est-ce que vous voudriez vous dire, vous, à ce sujet-là comment avez-vous abordé quelque part ce sujet-là dans vos propres cabinets, à la limite respectifs, si vous pouvez faire partager vos expériences. Jean, qu'est-ce que tu voudrais nous dire là-dessus ? Moi, très clairement, la profession, elle a l'habitude depuis 50 ans de s'adapter à plein de changements. Donc ça, je ne suis pas inquiet. Bon. Maintenant, il faut donner l'envie aux gens d'avoir envie d'évoluer. Je vais peut-être vous le chanter à la Johnny, si vous voulez. Voilà, l'envie d'avoir envie. Et donc ça, c'est important. Bon, mon histoire de tout à l'heure de coup de fil, c'est pour donner envie à mon collaborateur, pour lui dire plutôt que de t'enquiquiner à faire un bout de mission où la pire des choses c'est la collecte et on y perd 30% du temps et ça n'amène rien à personne, ça énerve tout le monde et tout, tu pourrais travailler beaucoup mieux. Alors justement, en ligne, en collaboration avec du travail collaboratif, un vrai travail collaboratif avec ton client, résoudre tous ces problèmes un petit peu de données, de glissement, de frottement dans cette transmission. On efface tout ça, tout le monde bosse ensemble et on bosse beaucoup mieux. Et quelque part, rendre justement, moi je dis toujours, plus je dématérialise, plus je mets d'humain. Et je dis à mon collaborateur, mais tu vas continuer à appeler le client. Mais pour lui amener de la valeur ajoutée, autre chose. Voilà. Donc, très clairement, c'est vachement sympa. Et tu vas être encore mieux vu et perçu que tu n'es aujourd'hui. En plus, le client, il va te demander à chaque fois de vérifier les données, d'attester les données, d'être un tiers de confiance. Donc, tu vas être renforcé dans ton rôle. Et en effet, il faut leur donner envie. Et puis surtout, par rapport aux jeunes aussi, arrêtons de dire, il n'y a plus de comptable en 2030. Parce que, comment la profession peut-elle dire ? Mon premier problème, c'est le recrutement. Mais pourquoi tu recrutes, puisque tu me dis qu'en 2030, tu ne fais plus de compta ? Il faut qu'on soit tout petit peu cohérent quand même. On ne peut pas dire l'inverse et son contraire. Donc très clairement, oui, il faut emmener les équipes. Oui, c'est notre rôle et on a nos 2 ans pour faire ça, pour entraîner les équipes et leur donner envie et d'évoluer, d'avancer. Parce que là, c'est beaucoup plus que de mettre en place des outils comme on l'a connu avant. Là, c'est un nouveau mode de travail, une nouvelle organisation. Ouais, on fait plus de saisie, on fait de l'intégration de données. Donc ce que j'appelle aujourd'hui quand je recherche un jeune pour faire de la saisie, c'est pour faire de l'intégration de données, c'est pour faire de la reconnaissance d'images, de documents, et intégrer ça dans un système de gestion ou de comptabilité. Donc, oui, le métier, il est tout autre. En plus, c'est plutôt pour les jeunes, pour attirer les jeunes, c'est plutôt pas mal de leur faire voir ça. Et puis les moins jeunes, les plus anciens, il faut leur donner un petit peu cette envie d'avancer. Et je vois bien de quoi on peut parler dans l'évolution des gens, parce qu'il se trouve que j'ai un petit cabinet, au Noël, la semaine dernière, du cabinet, j'ai remis ma 11e médaille Grand Tort du Travail. 40 ans d'ancienneté au cabinet. Bon, c'est pour dire, il y avait des gamins qui avaient que 10 et 20 ans, et puis j'avais un 40 ans. Voilà. Bon, et j'en ai tous les ans. Et donc, je sais bien que c'est compliqué, mais si on leur donne envie, qu'on leur fait voir qu'ils vont avoir un rôle, c'est même pas seulement que ça va être mieux, plus automatisé, tout et tout, c'est pas ça leur truc. Bien souvent, nos collaborateurs, ils privilégient leur force
pourquoi ils aiment le boulot qu'ils font, c'est parce qu'ils ont cette relation privilégiée client. Et moi, je leur dis, mais on va encore mettre ça plus en avant on va renforcer cette relation client et vous serez encore meilleur et votre client, il vous aimera encore plus. Parce que c'est vrai que c'est même presque une relation sociale, finalement, c'est une qu'ils ont avec relation leurs sociale. clients, complètement. Moi, je parle d'une en relation réalité, des clients s'épanchent avec leurs collaborateurs. On est des psychologues des clients, dans un grand nombre de cas. Bien souvent, on nous dit qu'on fait plus de psychologie que de comptabilité. Ils voient pas ce qu'on fait en compta, alors que quand on discute avec eux, ils comprennent. Pour compléter ce que disait Jean sur la relation client, et pour moi, c'est le sujet numéro 1, donc la relation humaine de manière générale. Quand on a commencé à travailler, nous, on allait chez les clients. Et en fait, on faisait le même métier, sauf qu'on le faisait à la mano, et on faisait les comptes, la TVA et tout le machin. Mais en attendant, on était avec lui, on discutait avec lui. L'informatique est passée par là. On a mis un écran, 2 écrans, 3 écrans. Le Covid est passé par là. On a oublié qu'il y avait des clients derrière l'écran. Et en fait, notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de renvoyer, recréer un nouveau au sens positif du terme, les collaborateurs chez les clients et donc de recréer du lien social. Et si on fait ça, on sera gagnant. Et donc, du coup, dans cette relation client et le lien social, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a des clients, ce que je disais tout de suite. Derrière les écrans, il y a des clients. Au-delà du fait, ceux qui nous font vivre très bien, mais on ne fait pas ce métier-là que pour ça. On fait ça parce qu'il y a du lien social et on aime ça. Et une des choses, moi, qui me satisfait le plus, c'est de voir l'évolution de mes clients. Un mec qui a démarré tout seul il y a 20 ans, qui a une boîte aujourd'hui, il y a 40, 50, 100 mecs, c'est ravi pour lui parce que c'est pas nous qui avons tout fait. Non, mais on l'a accompagné. Mais le lien, on l'a bien accompagné et on lui a aidé à faire ça. Et ça, faut qu'on redonne. Jean parlait d'envie, il a raison. Faut redonner cette envie aux jeunes. Je pense qu'ils l'ont, l'envie. C'est pas trop le problème de ne pas l'avoir. C'est qu'ils n'ont pas la vision de où on les emmène. Et ça, si dans le cadre du projet de cabinet dont tu parlais tout à l'heure, si on veut les emmener, il faut qu'on ait une vraie vision sur ce qu'on va faire et comment on va faire et comment on les emmène. Et ça marchera. Ouais. Et dans cette relation client, ne pas faire ce qu'ont fait certaines professions, oublier qu'il y a des clients. Ouais. C'est vrai que je suis parfaitement d'accord aussi sur le projet de cabinet. C'est important de donner des directions où les gens savent finalement, dans quelle direction, dans quelle stratégie s'oriente le cabinet. Mais malgré tout, c'est vrai que quand on en discute avec des collaborateurs, ils se disent, mais demain, finalement, on va me demander de faire un autre travail. Moi, je me sens pas capable, quelque part, moi, demain, de faire de l'accompagnement en gestion, d'accompagner mon client dans cette dynamique, etc. Moi, je le vois au quotidien. Quand on croise des collaborateurs, qu'on échange avec eux, il y en a qui sont un petit peu pas réticents, parce que c'est pas le terme, mais ils se sentent pas légitimes finalement à aller vers le client, lui parler, t'as vu tes marges, etc. quoi. Alors je sais pas s'ils se sentent pas légitimes, c'est qu'ils l'ont pas fait, ou en tout cas pas suffisamment jusque-là. Si on les forme, si on leur montre où on va, ils ont tout à fait la capacité à le faire. Après, on va pas non plus être tout embellir. Bien sûr qu'il y aura des difficultés dans certains secteurs et dans certains postes, ça c'est normal. Après, ce qu'il faut, c'est raisonner globalement, accompagner au mieux ces personnes-là et les positionner sur des jobs qu'il faudra faire. Même si demain, la facturation électronique va nous permettre d'intégrer tout dans la compta. Bon, il y a un grand principe, tout ce qui sort d'un ordinateur, c'est faux. Donc il va vraiment falloir contrôler un petit peu. Alors sans tout contrôler, il va falloir quand même aller vérifier que l'intégration des flux se passe bien, que c'est dans les bons comptes par sondage. Ces gens-là, tu pourras les recycler, j'aime pas le terme, mais en fait, on pourra les repositionner sur autre chose. Ceux sur lesquels on peut et on les ramènera vers la relation client, il faudra les former. Ils ont plus l'âge d'aller à l'école pour certains, c'est pas grave, c'est notre boulot à nous, employeurs. Les patrons de cabinet, de les former, de leur remettre, de les mettre à niveau sur des compétences qu'ils ont certainement, puisqu'ils ont appris ça à un moment donné, mais on s'en est pas servi parce qu'on est débordé par le quotidien et on oublie toute cette activité-là. Tu parles de prix de revient, tu parles de marge, il suffit de leur montrer. D'autant plus que quand même, pour 90% des clients, c'est de la TPE. C'est simple, oui. C'est pas de la gestion avancée. C'est le tort qu'on a eu. Je me souviens comme ça d'une soirée, on parlait de tableau de bord. Et puis avec quelqu'un qui a l'habitude de la profession, qui nous a écouté, le fameux tableau de bord, arrêtez, ça fait 40 ans que dans tous les congrès, tous les ans, c'est au concours du plus beau tableau de bord, du plus beau truc, les plus beaux anneaux, les plus beaux trucs, sur smartphone, il faut que ça soit superbe et tout. Mais le client, il n'a rien à faire. Et, parce qu'il comprend rien. Il a besoin de 3-4 chiffres en général. Et donc, le vrai problème, c'est qu'il ne nous demande pas d'avoir un super outil de 10 pages et des graphiques dans tous les sens. Il veut 3, 4, 5 chiffres qui l'intéressent, puis un petit coup de fil. Et ça, mes collaborateurs, ils savent le faire. Donc ça, c'est pas compliqué. Et ça représente, c'est 90% de nos dossiers. Alors oui, il y aura de la gestion un petit peu plus pointue qui aura à faire, de nouvelles missions et tout, avec à développer une nouvelle compétence. Ok, mais c'est pas l'intégralité de nos clients. Moi, je regarde toujours la loi des 20-80. Sur 80% de mes clients, qu'est-ce que je vais faire ?
Et je parle à mes collaborateurs que de ça. Donc définitivement, il n'y aura pas la mort du cabinet de collaborateurs comptables en 2030. Je crois qu'on est tous alignés là-dessus. On est tout à fait d'accord. Et on a eu, je suis en train de chercher le nom de l'économiste qu'on a eu au Congrès. J'ai oublié, Xavier Jaravel, qui fait l'analyse en tant qu'économiste de toutes les mutations dans toutes les professions sur toute la planète depuis des décennies. À chaque fois que tu as eu des ruptures, si on considère que la facture en est une, et pour moi, c'en est pas une, c'est juste un changement d'étape. En fait, au final, il y a une création de valeur, donc une création d'emplois. C'est pas forcément les mêmes, mais globalement, tu as une croissance qui évolue. Et autre chiffre concernant la profession, ça date de 2007, là, le chiffre qui dit qu'en 2030, on va disparaître, c'est une enquête des Échos, je sais plus quel truc. Il suffit de regarder la chiffre de la profession entre 2000 et aujourd'hui, vous aurez la réponse. Oui, exactement. On est franchement très croissant. C'est ça, on est très très croissant. Donc ça veut dire que c'est que le marché a besoin de nous. Pour répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est pas qu'on vend des trucs pour vendre, c'est qu'on répond à un besoin qui existe réellement d'accompagner les entreprises. Donc il y a un vrai sujet. Dans les enquêtes, c'est ce que disent les entreprises, et de leur expert comptable, ils disent j'ai besoin de lui, il est bon, je l'aime bien et tout, oui mais... Alors, mes confrères pessimistes disent il est trop cher, non, c'est pas ce que disent les clients. Les clients ils disent je le vois pas assez. Donc on a cette espèce de cri d'amour de nos clients qui nous dit je vous aime, venez, et on n'y va pas. Donc du coup, tout le monde va être rassuré, les collaborateurs au premier chef, ils ne disparaîtront pas en 2030. Malgré tout, j'aimerais vous entendre un petit peu chacun là-dessus. Forcément, il va malgré tout avoir de nouveaux profils qui vont arriver très certainement évidemment dans les cabinets. On en parlait tout à l'heure, la data visualisation, etc. Est-ce que vous avez un petit peu d'informations à nous donner là-dessus, Dominique ? Il faudra qu'on fasse évoluer les équipes, ça c'est clair. En fait, tu vas avoir 2 ou 3 sujets. Un, tu as les équipes d'aujourd'hui que tu vas essayer de faire évoluer. Dans l'autre, on a qui évolueront très bien, d'autres un peu moins vite, mais ça se fera naturellement. Et après, tu as les nouveaux profils que tu vas aller chercher. Parce qu'à force de dire que la profession n'est pas fun, on a moins de gamins qui sortent de l'école. Non, mais... et c'est vrai, pour en parler régulièrement avec des jeunes, tu parles à un gamin d'un avocat, il sait ce que c'est, un notaire, il sait ce que c'est, un médecin, il sait ce que c'est. Alors, il y a quelques années, un instituteur, il savait ce que c'était. Ça, je pense qu'il a oublié. Mais sur les 3 premiers, il connaît pourquoi. Parce que c'est des gens qui travaillent pour la famille, de manière générale, et pour les particuliers. Un expert comptable, s'il faut expliquer à un gamin de 15 ans ce qu'est un expert comptable, il faut lui expliquer ce qu'est une entreprise. Donc tu commences à faire de l'économie, c'est compliqué à appréhender. Donc il faut qu'on arrive à trouver le moyen de faire comprendre ça aux gamins et de les emmener vers le métier. Mais ceci étant, on aura besoin de gens qui feront plus de la compta, mais qui feront du contrôle de gestion, par exemple. Et je rejoins Jean. Et on va pas faire du contrôle de gestion tous les jours chez le client. La TPE, c'est pas ça le sujet. Par contre, lui dire que ses devis, il se plante depuis 3 mois sur ces trucs parce que sa renta n'est plus la bonne et qu'il a juste oublié d'intégrer qu'il avait embauché une secrétaire, donc faut peut-être qu'il vende un peu plus cher. Ça, on est tous capables de le faire. A priori, il n'y a pas besoin de sortir d'avoir fait maths sup, maths spé pour faire ça. Par contre, on aura besoin d'enfants qu'on fait maths sup, maths spé. Enfin, d'enfants. De jeunes. Sur la data. Et pour le coup, nous faire évoluer nous. Parce que nous, on n'a pas ces formations-là, on en a besoin. Et notamment, pas notamment, en intégrant en plus tu parlais de ChatGPT tout à l'heure, tout ce qu'on va intégrer avec les intelligences artificielles et ce que ça comporte, il va falloir aussi qu'on garde des jeunes qui arrivent sur le marché avec ce qu'on appelle un esprit critique et un libre arbitre. Mais ce serait bien qu'à l'école, on leur apprenne bien toutes ces choses-là. Et là, on a besoin de gamins pour être capable de comprendre que ce que sort la machine, c'est pas forcément bon. Ou si c'est bon, faut aller le vérifier. Mais on l'a vu, si on prend la documentation professionnelle. Depuis une dizaine d'années, les jeunes vont sur google.fr, ils tapent leur truc et tout ce qui sort, c'est bon. Et en fait, notre rôle à nous, c'est de leur expliquer déjà, moi je sais que c'est pas bon parce que j'ai l'expérience pour le savoir, mais en plus, quand tu prends ce document-là ou cette phrase-là, va vérifier sur un site officiel. Et quand tu leur expliques, ça marche. Et pour jouer un peu sur ChatGPT de temps en temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il te le dit à la fin. J'ai fait une étude fiscale il y a pas très longtemps, je voulais voir ce que ça allait me donner. Sur un apport de fonds et apport de parts et no link. Le truc classique, on connaît plutôt bien. Le truc me sort une étude de 3 pages, nickel, pour préparer le mail d'envoi, top. Mais à la fin, il te met, le sujet est quand même assez technique. Veuillez vous rapprocher d'un expert comptable pour confirmer ce que je viens de vous écrire. Je trouve ça a déjà intégré. J'ai juste enlevé la phrase pour le client, je trouve ça excellent. Tout ça pour dire que même si ça va être fabuleux pour ce que ça va apporter demain. Et il n'y a pas que dans nos métiers. Si on prend le monde médical, c'est vrai que ça va apporter un outil de plus. Moi, j'ai toujours tendance à raisonner, c'est quelque chose en plus qui me permet d'être meilleur. C'est pas un truc qui va me remplacer, c'est pas ça. C'est comme dans les boîtes. Plus j'ai de monde en dessous de moi qui me pousse, plus je progresse pour rester au-dessus. Ça augmente tes capacités. Exactement. N'oublions pas le thème du congrès, la facture électronique et la data.
une nouvelle ère. Bon, le titre c'était pas le hasard. C'est très clairement, dès qu'on parle de facture, on aboutit à la fin à la data, le traitement de la data. Et là, oui, on va avoir besoin de nouveaux profils, surtout pour traiter cette data, pour traiter l'IA, pour apporter du plus à nos clients. Donc, on a plein de nouvelles missions qui s'ouvrent à nous, et pour ça, on va avoir besoin de nouveaux profils. Mais ça ne met pas ni en cause ni en péril. Avant, on a parlé de nos missions traditionnelles. Là, elles vont continuer à se développer. Moi, je dis toujours, dans 10 ans, je ferai autant de missions de tenue de comptabilité qu'aujourd'hui. Enfin, moi peut-être pas, mais mon cabinet, en tout cas. Voilà. Et après, il va y avoir d'autres services. Que ce soit le full service, que ce soit le traitement de la data, que ce soit le prédictif, que ce soit le RSE. Il y a plein de nouvelles choses, de nouveaux mondes qui s'ouvrent. Et ça, c'est des profils complémentaires. Alors, parfois, ça sera des gens qui étaient déjà chez nous et que ça amuse, oui, et qui passeront de l'autre côté, ou on cherchera de nouveaux profils. Mais c'est du plus, c'est pas à la place de. Ouais, mais alors justement, par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport au diplôme de l'expertise comptable ? Est-ce qu'il est raccord, en harmonie, finalement, quelque part, avec ce qu'on va attendre demain ? Il l'a jamais été. Ouais, c'est ça. Ça fait depuis. 45 ans. Quoi. Depuis 45 ans que j'exerce, j'ai jamais vu le diplôme. Et donc, nous les jeunes, c'est quoi le diplôme ? Ça sanctionne un niveau. Et après, on les forme, en cabinet. On les forme en cabinet. On leur demande d'avoir un certain niveau. Donc, ils sont à un niveau bac plus 2, bac plus 8. Et puis après, mais ils ont une ouverture d'esprit qui va leur permettre justement de travailler, et d'étudier, d'évoluer dans des domaines différents. Et d'autres qui n'arriveront pas à évoluer, mais on a de la place pour les deux profils. On a de la chance. Tout à fait. Non, tout à fait. On arrive à terme de ce podcast. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter l'un et l'autre ? Quel serait finalement votre dernier message que vous souhaiteriez passer aux auditeurs sur ce sujet de la facture électronique qui, on le voit quelque part, je dirais, manie beaucoup d'éléments, hein, parce que derrière un sujet qui a l'air très technique comme ça, on se rend compte que finalement il y a tout un tas de sujets connexes qui sont beaucoup plus même importants que le seul niveau technique, qui finalement va être géré de toutes les manières, quoi qu'il en soit, compte tenu des enjeux qu'il y a derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau fiscal, ne serait-ce que récupérer 15 milliards tous les ans, je pense que ça fera de mal à personne. Mais au-delà de tout ça, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui font finalement mouvementer. Donc vous, ça serait quoi votre dernier message aujourd'hui que vous voudriez faire passer ? Vas-y Jean-Pierre, c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Alors, moi je dirais culturel et humain. Changement culturel dans nos cabinets, dans la façon de traiter les choses, dans la temporalité. Oui, alors ça c'est le plus compliqué. Il faut changer dans notre façon de travailler, mais surtout avec un besoin de plus en plus fort sur l'humain. Et donc pour moi, c'est le maître mot. Nous allons devenir des tiers de confiance. Nos clients vont nous demander ce travail-là et vont nous demander d'être de plus en plus présents et de leur expliquer les choses, parce qu'on est dans un monde qui se complexifie et le rôle de l'humain sera d'autant plus important. Toi, Dominique ? C'est pas mal, ce qu'il vient de dire. Ça te met la pression, là. Excuse-moi, je suis désolé. L'humain, c'est vrai que c'est le sujet fondamental. L'humain avec tout ce que ça comporte. La temporalité, Jean a raison. On va passer d'une période où on faisait la compta, entre guillemets, quand nous on avait décidé de la faire, et on rendait le service à nos clients. Là, c'est lui. Après, on va leur dire qu'il y a de la data, qu'il y a de la temporalité, qu'on est en temps réel. Il va nous dire, OK, mais donne-moi ma compta en temps réel. Donc, il va falloir qu'on s'organise pour le faire. Mais ça, c'est pas forcément complexe à mettre en place pour adapter, par contre, les équipes à se dire, je traite pas le dossier une fois par mois, peut-être que tous les matins, je jette un œil, je fais, puisqu'une partie du travail sera fait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément hyper important, Jean l'a dit tout à l'heure, et c'est le message qu'on a porté au congrès, go, je partage complètement. Il faut surtout y aller maintenant, ne pas attendre. 2 ans, c'est pas trop par rapport à tous les impacts que ça va comporter. Et on a travaillé il y a quelques années sur un séminaire qui s'appelait Repenser le cabinet. Je pense qu'il porte bien son nom aujourd'hui. Sans forcément tout repenser, mais repenser son process, son organisation, sa relation client. Si on commence à s'en occuper aujourd'hui, je pense que ça ne pourrait être que bénéfique demain.
Et la facture électronique ne sera qu'un élément de plus et non pas la chape de plomb qu'on a tous au-dessus de la tête. On a peur de ce qui va se passer. Si on prend le sujet, comme on l'a évoqué là, en tout cas c'est notre vision, il y aura forcément des anicroches. Quel est le projet qui se passe sans anicroche? Aucun. Par contre, si on prend le train maintenant, je pense que ça peut être sympa, il faut le prendre parce que c'est vrai qu'après ça va s'accélérer, ça va aller très vite. Vraiment très vite. Donc faut y aller. Merci beaucoup Dominique. Moi si je devais conclure, c'est que plus de digitalisation, plus de dématérialisation, encore plus d'humains. Voilà, donc arrêtons d'avoir peur, je dirais, des nouvelles technologies, de ce qui semble être tout pré-mâché, digitalisé, etc. Mais non, en fait, ça recrée au contraire des rapports qui sont encore même plus profonds finalement, parce que beaucoup plus abouti finalement avec le client, parce qu'on a de plus en plus de data, de plus en plus d'informations, et du coup la relation elle est encore plus pertinente quelque part qu'auparavant. Et go. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. Donc, durant cet épisode, on a bien vu à quel point la dématérialisation et la digitalisation étaient fondamentales, qu'il allait falloir que tous les cabinets finalement se mettent vraiment à ce sujet-là pour ceux qui ne s'y sont pas encore intéressés réellement. On voit également à quel point le côté humain, au contraire, va continuer et va augmenter même par rapport aux échanges qu'on va avoir avec le client. Donc non, pas du tout, les collaborateurs ne vont pas disparaître en 2030 comme certains nous le prédisent. Ça va être que du contraire, ça va augmenter leur capacité et leur relationnel avec les clients. Néanmoins, pour ce faire, je pense que là-dessus, on a été aussi assez clair, je dirais, sur notre échange. Finalement, il faut le prévoir. Et pour le prévoir, c'est quoi? C'est définir le projet du cabinet, définir quelle est sa stratégie. Donc ça, évidemment, il faut le faire avec les collaborateurs. Définir aussi son offre de service, quel est le bénéfice et quels sont les bénéfices demain qu'on va pouvoir apporter aux clients pour leur apporter du contenu et de la valeur ajoutée. Et comment on va accompagner tous les collaborateurs dans ce changement de paradigme qui va être le leur demain. Et pour ça, on a 2 ans jusqu'à la facture électronique. Donc en avant.